Si l'énergie a toujours été un sujet important pour les Françaises et Français, il ne fait que prendre toujours plus de place dans le débat public depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie de Poutine. Néanmoins, la crise de l'énergie en France ne trouve pas uniquement sa source ici. Bien au contraire, les décideurs politiques n'ont eu de cesse de maltraiter EDF, un géant unique en Europe, si ce n'est au monde, qui a toujours attiré les appétits insatiables de la haute finance. Alors avec l'ouverture de la concurrence en 2007, l'État français a créé un marché de l'électricité et du gaz, vendu avec la promesse faite aux particuliers d'enfin pouvoir réaliser d'importantes économies. 15 ans plus tard, fait-être constater sur nos factures que c'est tout le contraire qui s'est produit. Entre-temps, il y a eu la loi NOM venant réorganiser le marché de l'énergie en 2010, puis l'AREN pour accès régulé à l'électricité nucléaire historique en 2011, avec pour objectif d'encadrer le prix de revente de l'énergie produite par EDF à ses concurrents directs, les fameux fournisseurs alternatifs. Des dispositifs censés prendre fin en 2025, date à laquelle ces fournisseurs alternatifs devraient être autonomes dans leur production propre d'énergie, ce qui est en réalité loin d'être le cas. Fabien Gay est sénateur communiste, actif dans la NUPS et directeur du journal L'Humanité. Il est de ceux qui montent le plus au créneau sur le sujet, et au Sénat et dans les médias, pour dénoncer ce qu'il juge être un racket d'EDF au profit du seul marché. Fabien Gay est mon invité ce soir pour le Média. Bonsoir. Merci d'abord d'avoir accepté mon invitation ce soir. Comme je disais à l'instant, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas très rond dans le monde de l'énergie en France. Et vous êtes un des rares, un des seuls à prendre ce sujet à bras-le-corps, que ce soit au Sénat ou dans les médias ou sur vos réseaux à vous. Et comme vous l'annonciez hier sur vos réseaux en partie, vous avez saisi la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, en écrivant un courrier à Emmanuelle Wargon, la présidente de cette autorité chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en France. Et dans votre courrier qu'on voit à l'écran, là, vous y dénoncez les pratiques spéculatives, je reprends vos mots, de plusieurs fournisseurs d'énergie grâce à l'AREN. Alors, qu'en est-il réellement ? Alors d'abord, il faut expliquer ce qu'est l'AREN, parce que c'est un système extrêmement compliqué. Je vais essayer de le faire en 1 minute 30. Vous avez redit, il y a eu l'ouverture, la libéralisation du secteur. Jusqu'alors, avant 2007, il y avait EDF, qui avait été nationalisé au sortir de la guerre, et Marcel Paul, ministre communiste, qui s'occupait de produire, de transporter, de distribuer l'électricité à tous les Français. Son pendant pour le gaz, c'était GDF. Et ça fonctionnait extrêmement bien, parce qu'on a investi lourdement dans les barrages hydroélectriques, dans la question nucléaire, et on avait une entreprise qui avait un monopole public. Et c'est extrêmement compliqué, l'énergie, parce qu'on ne peut pas la stocker. L'électricité, on ne peut pas la stocker. Donc, à l'instant T, il faut produire ce que vous consommez. Sinon, si vous surproduisez ou sous-produisez, c'est le blackout. Et donc, après 2007, il y a eu l'ouverture au marché. Avec ces promesses. Avec ces grandes promesses. Vous allez voir, ça va baisser les prix, etc. Sauf que investir dans la production d'électricité, ça coûte énormément cher. Et évidemment, investir par exemple dans une centrale nucléaire, c'est un énorme coût, c'est plusieurs milliards d'euros. Donc on a dit quoi ? On a dit 2007, on ouvre au marché, mais ça, il faut faire entrer des acteurs alternatifs. Il faut que ça prenne. Et donc on a voté la loi NOM, et on a expliqué qu'il y avait donc l'accès au nucléaire historique, à peu près 400 TWh, et que du coup, EDF allait devoir en donner à ses concurrents directs 25%, 100 TWh, à un prix fixe de 42 €, dont personne ne sait comment ce chiffre a été adopté. D'ailleurs, c'est extrêmement marrant de regarder les débats à l'époque et de revoir les gens qui ont participé à ça, dont M. Carenco, qui était l'ancien président de la Commission de régulation de l'énergie, qui est d'ailleurs secrétaire d'État aujourd'hui dans le même gouvernement Macron aux Outre-mer, et qui explique « on ne sait pas, on l'a fait au doigt mouillé ». Sauf que déjà ce système a spolié EDF, parce que 42 €, ce n'était pas le coût, le coût de production. Et donc on a expliqué pendant des années que ça allait permettre aux acteurs alternatifs d'investir dans la production. Et donc ce système doit perdurer jusqu'en 2025. Tout à fait. Donc voilà, et vous inquiétez pas, en 15 ans, ils vont évidemment gagner des parts de marché, c'est-à-dire des clients, et puis il y a eu plusieurs en plus lois. On a obligé EDF à ouvrir son portefeuille. D'ailleurs, en ce moment même, on réoblige EDF à demander à ses usagers est-ce qu'ils sont d'accord ou non
de donner et de transmettre leurs coordonnées aux acteurs alternatifs, en ce moment même en pleine crise énergétique. Et puis on a biberonné des acteurs alternatifs. On leur a donné à 42 €, comme ça. Et ces acteurs ne produisent rien. Mis à part Total et Engie, ils ont très peu investi dans la production parce que c'est très cher. Sauf qu'ils se sont fait beaucoup d'argent sur le dos des usagers en leur promettant que les prix allaient baisser. Et évidemment, depuis 2010, les prix n'ont fait qu'augmenter. Pourquoi ? Parce que pour concurrencer EDF, et notamment son tarif réglementé, le tarif bleu, qui est extrêmement bas, il faut toujours augmenter les prix. Et donc, les prix n'ont fait qu'augmenter. Et c'est vrai que la dernière période, en plus, avec la crise du Covid, la guerre en Ukraine, un été chaud, un stress hydrique, les centrales nucléaires, la moitié aux arrêts, là, on a un emballement des prix qui conduit aujourd'hui à la défaillance de ce marché en réalité. Et puis, je reviens sur le courrier. Ouais. Pourquoi ce courrier ? Qu'est-ce qu'on a pris comme décision au mois de juillet ? On a décidé que donc ça ne marchait pas, l'Arenh, ce que je viens d'expliquer, que les prix ne descendaient pas, que les acteurs alternatifs n'investissaient peu ou pas dans la production. Et donc, moi, j'appelle ça un système de raquette. Eh bien, le gouvernement a décidé de remettre, on en était à 100 TWh, on a dit à EDF, on va leur en donner 20 de plus. L'Arenh plus. L'Arenh plus. Allez, ça marche pas, tout le monde est d'accord pour dire que ça marche plus. Eh bien, on va continuer à leur donner. Donc, on a eu un débat, on a relevé un peu le prix, on a dit 42 €, bon, on est tombé d'accord à 46,5 €. Bon, là, pareil, personne n'est capable de nous expliquer pourquoi. Sauf que ça marche, entre guillemets, lorsqu'on a un prix du marché qui est compris entre 40 et 70. Sauf que quand vous avez vu là, le dérèglement complet du marché, des traders qui ne font que du trading, on est monté à presque 1 000 € à un moment donné, complètement fou. C'est-à-dire, ça ne repose même pas sur le coût de production, c'est juste du trading. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, certains opérateurs alternatifs ? Ils ont pris l'Arenh à 46 € et ils ont été le revendre sur le marché libre. Et donc, j'ai eu des documents, accès à des documents, des gens m'envoient, entre guillemets, en restant humble, des gens lanceurs d'alerte qui me disent « Monsieur Yeh, regardez ça ». Par exemple, Mint Energy, il faut les citer. Ils ont eu l'Arenh Plus à 46 € et ils l'ont vendu sur le même marché à 257 €. Et devinez à qui ils l'auront vendu ? À EDF. À EDF. Mais voilà, EDF leur a donc été obligé de leur vendre à 46 € et les mêmes, je ne sais pas si c'est en 24 heures, en une semaine, en un mois, peu importe, ils auraient été remettre sur le trading et ils leur ont vendu à EDF. On est sur un système complètement fou et donc 6 millions d'euros pour Mint Energy, mais c'est pas fini. En plus, le gouvernement leur a donné 12 millions d'euros d'aide directe parce qu'il y a eu le bouclier tarifaire, vous savez, à 4% pour limiter la hausse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les acteurs alternatifs ? Bah oui, mais nous, on ne peut plus faire d'argent. Donc, aide directe de 12 millions. Et en plus, on apprend, dans les mêmes documents, qu'il y a eu 2 prêts garantis par l'État, un de 8 millions, on va dire autour de 8 millions, et un autre de 5 millions. Donc, de l'argent public donné à ces entreprises. Voilà, donc là, contrairement aux engagements et aux déclarations d'Agnès Pannier-Runacher, pardonnez-moi, la ministre de la Transition écologique, qui nous dit que l'Arenh protège les consommateurs et les consommatrices, ils ne protègent rien. Là, on a un exemple direct. Donc j'ai écrit à la Creux, qui m'a déjà répondu, qui ne peut pas me donner le nom des gens sur qui ils enquêtent, ce que je respecte, mais me disent qu'ils enquêtent beaucoup. Donc potentiellement sur l'exemple que j'ai donné dimanche soir et qui fait grand bruit, comme j'avais souligné que Home Energy au mois d'août potentiellement faisait la même chose. Là aussi, la ministre m'avait répondu qu'il n'y avait aucun problème et que quand on était un sénateur sérieux sur ces questions, il ne fallait pas donner des fausses informations. 15 jours plus tard, la présidente de la Creux, Wargon, Madame Emmanuelle Wargon, expliquait sur une grande chaîne de radio, le 2 septembre, qu'une enquête était déclenchée sur Home Energy. Donc, voilà, je dis ça. On est dans un moment où des gens n'arrivent pas à payer leurs factures. Il y a 12 millions de précaires. EDF, qui est une très belle entreprise, va sur 70 milliards de dettes en fin d'année. C'est notre entreprise, c'est la nôtre, à chaque Française et Français. Et d'un autre côté, on est en train de gaver d'argent public des entreprises qui ne font rien, ne produisent rien, et se font beaucoup d'argent
sur le marché, et ça, c'est insupportable. Alors c'est insupportable, mais ce n'est pas nouveau. Ce que vous soulignez là, finalement, c'est un peu ce qu'on pourrait qualifier d'un système économique qu'on connaît. Il n'y a pas de surprise. Voilà, je vous ramène à un truc évident, j'enfonce des portes ouvertes, mais est-ce que ce n'est pas le fond du propos, il n'est pas là. Il n'est pas de ce paradigme-là qui permet ça. Alors vous, en tant que communiste, vous allez me dire oui, mais dites-moi. Mais évidemment, moi, ce système, nous le dénonçons. Sur l'électricité comme sur le reste. Mais on nous a dit le marché européen, c'est ça qui va faire le grand bonheur, qui nous permet. Alors ça a permis une chose, l'interconnexion entre les systèmes français, espagnols, allemands, etc. Nous, on est pour garder de la solidarité européenne et l'interconnexion. Et que si nous produisons, en général, avant que nos centrales soient la moitié de nos centrales à l'arrêt, nous étions exportateurs. Bon, en ce moment, on est importateurs. Donc, il faut garder de la solidarité européenne. Mais ce marché ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas pour diverses raisons. La première, c'est souvent on dit, on lie le prix du gaz à l'électricité. C'est une aberration. Il faut expliquer pourquoi. Quand on a créé le marché européen de l'électricité, de toutes pièces, factice, puisque je rappelle qu'on avait EDF, qui avait un monopole. C'est une demande quand même de l'Europe. On avait invité Philippe Palagnuméro pour en parler. Il y avait un monopole, mais du coup, il a fallu, quand on a ouvert, il a fallu créer le marché de toutes pièces. Bien sûr. Donc il a fallu... C'est un niveau du reste. Voilà. Et donc il a fallu lui donner un prix spot. Et qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, le prix spot, ça sera la dernière unité appelée qui fixera le prix. Et donc, pour que tout le monde comprenne bien, dans l'électricité, vous appelez du moins cher au plus cher. Donc vous appelez d'abord l'éolien, puis évidemment le photovoltaïque, puis les barrages hydro. Ça, c'est à peu près, pour nous, en ce qui nous concerne dans le mix électrique, 20%. Après, vous appelez le nucléaire, le gros de la masse, 70%. Et puis après, vous appelez, feu les centrales à charbon, même s'il en reste 2, et heureusement, parce qu'autrement, on ne passerait pas l'hiver. Une qui était réactivée il n'y a pas longtemps. Voilà, réactivée, oui, c'était une question. Et puis la centrale à gaz, la dernière. Ouais. Et donc, à chaque fois, alors que pour nous, ça pèse très peu dans notre mix électrique, en réalité, nous payons donc le prix du gaz. Mais ce qui est une aberration totale, c'est que, quel que soit votre pays, et quel que soit le mix électrique, que vous ayez choisi du nucléaire, des énergies renouvelables ou des énergies fossiles, tout le monde paye le même prix. Et donc, tout le monde paye la centrale à gaz. Et donc, vous avez lié intimement le gaz à l'électricité. Oui, mais le problème, c'est que quand vous avez la guerre en Ukraine, évidemment, vous avez une pénurie de gaz, tout commence à s'emballer. Et puis après, vous avez un système de trading. Mais qui repose sur rien de réel et concret. Qui repose sur rien, mais comme le marché, le reste, le CAC 40, sur rien. Et donc, les gens disent, oh là là, il va y avoir une crise, on augmente. Alors, en plus, on nous a vendu que le marché, c'était seulement entre des producteurs et des acheteurs. Mais là aussi, j'ai des gens qui sont actifs et qui m'écrivent et qui sont extrêmement actifs et qui sont des traders. J'ai même des gens traders du marché européen de l'électricité. Vous témoignez de leur réalité ? Monsieur Gay, ce que vous dénoncez, vous avez raison, mais vous êtes bien en dessous de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a même des fonds spéculatifs qui ne produisent rien, n'achètent rien, mais viennent sur le marché uniquement pour faire du trading et augmenter de façon artificielle le marché et évidemment faire beaucoup d'argent. Donc, une nouvelle fois, sur le dos des Européens et le dos des Françaises et Français. Alors c'est intéressant, vous parlez de choses réalistes, qui est vraiment ancré dans la réalité, le trading, le côté un peu virtuel des choses, mais qui a des impacts sur le réel, les factures des Françaises et Français. Venons-en à ça, on voit fleurir sur les réseaux sociaux des tas de témoignages, et vous en tant qu'élu aussi, vous en recevez dans votre mail, etc., je mets sur le terrain tous les jours, des Français et des Françaises qui se plaignent de leurs factures qui explosent. Est-ce que... Qu'en est-il réellement pour une première question ? Est-ce que vous avez, ce genre de témoignage qui vous provient ? J'imagine que oui. Et quelle facture on vous montre ? Quel opérateur est concerné en premier lieu ? Vous allez avoir... donc on a subi... D'abord, il faut dire que tout n'a pas démarré avec le gaz russe. Parce qu'on nous explique que là, on vit une crise. Sauf que, par exemple, les tarifs réglementés de l'électricité, donc celui le plus bas, on a connu des augmentations 2017, 2018, 2019, 3 fois. Donc il y a eu un emballement déjà du prix de l'électricité bien avant la crise du Covid et évidemment la crise du gaz russe. Ouais. Donc cet emballement, il est dû à l'Europe libérale, à la libéralisation, et le fond du problème structurel est là.
Évidemment, après, les effets conjoncturels en surajoutent. Mais oui, on a déjà, je le redis, 12 millions de personnes qui n'ont pas le choix, parfois, de baisser leur chauffage parce qu'ils n'arrivent pas à payer, couper tel moment de la journée l'électricité. Je rappelle que l'électricité, on en a besoin tous les jours, et tout le monde, pour se chauffer, pour manger, pour se doucher, pour travailler, pour se divertir. L'électricité, on en a besoin au quotidien. Oui. Donc, ne pas pouvoir payer ses factures d'électricité, c'est se mettre en très grande difficulté. Et lorsque on vous coupe l'électricité ou qu'on vous réduit, en réalité, parce que maintenant, on réduit. Vous savez, j'ai oublié, mais vous avez en général, pour un particulier, 6 kWh, un contrat, et on vous le met à 1, ce qui vous permet juste d'allumer le gaz. Quand vous êtes... Quand vous n'arrivez plus à payer, on vous réduit drastiquement. On vous laisse un petit filet. C'est presque coupé, sans le dire. C'est presque coupé, mais bon, vous pouvez au minimum vous faire à manger, mais c'est extrêmement complexe. Ouais. Donc oui, les situations vont empirer. Moi, j'ai plein de cas. Moi, j'habite en Seine-Saint-Denis. Plein de cas de gens qui me disent « Mais monsieur Houillet, on ne pourra pas faire face à la nouvelle inflation de 15 points. Ouais. Au 1er janvier, 15 points. » Et puis, on a une deuxième chose. Il y a les collectivités territoriales. Là, elles n'ont plus accès aux tarifs réglementés, les très grandes collectivités. Et donc, elles doivent avoir des contrats sur le marché. Et beaucoup d'entre elles doivent renouveler leurs contrats en ce moment. Là, vous avez, par exemple, Neuilly-sur-Marne, avec un maire d'hiver droite, vous avez un maire communiste à Noisy-le-Sec, vous avez le département avec le président socialiste, vous voyez, je prends large, ils sont tous confrontés à la même difficulté, une explosion des prix de 30 à 300%. Quand vous êtes une collectivité... On a du mal à se le représenter. Par exemple, une augmentation, le maire de Noisy me disait, nous en général c'est 1,5 million, on pourrait passer à 4,5 millions, 5 millions. Mais dans un budget d'une collectivité territoriale, déjà étranglé, la baisse des dotations aux collectivités, c'est énorme. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez devoir fermer des services publics, parce que par exemple, vous ne pourrez plus chauffer les piscines municipales, vous allez devoir réduire drastiquement le chauffage dans les EHPAD municipales, dans les écoles. Je rappelle que les mairies, c'est les écoles. Certaines connaissent déjà des problèmes. Les départements, c'est les collèges. La région, c'est les lycées. Voilà, c'est couper des investissements d'avenir pour la collectivité, et souvent la rénovation thermique des logements et des bâtiments publics. Bon, bref. Et puis, vous avez des entreprises. Un boulanger, il a besoin d'électricité pour faire son pain. Je ne vous parle pas de la très grande entreprise, on va y venir. Mais là, j'ai des gens qui me disent on payait entre 3 et 5 000 euros. On nous propose des contrats à 45 000 ou 50 000 euros. Bon, la baguette de pain, elle est déjà à 1,40 € à 1,80 €. Vous n'allez pas la mettre à 6 €. Sinon, plus personne ne va pouvoir acheter du pain. Mais il y a des gens qui disent on sera obligé de fermer. Et il y a des grandes entreprises comme Duralex ou Arc International qui ont besoin de beaucoup d'électricité. Et ils disent nous, ça sera chômage partiel. On ne passera pas l'hiver. Donc, on préfère mettre nos salariés qui vont perdre du salaire à 84%, plutôt que de produire, parce que pour nous, c'est impossible. Donc, cette question-là, elle est essentielle. Et le gouvernement met des rustines, alors que nous faisons des propositions. Sortir du marché européen temporairement, comme les Espagnols et le Portugal, arrêter de lier le gaz à l'électricité, baisser la TVA à 5,5, et que tout le monde, entreprises et collectivités, puissent à nouveau souscrire aux tarifs réglementés de l'électricité pour pouvoir contenir les hausses. Parce que si vous êtes dans un contrat au marché libre, quand en ce moment tous négocient entre 300 et 500 € le mégawattheure, vous allez signer des contrats, mais plus personne ne pourra payer ses factures. Voilà la réalité. Et on pourrait avoir, je repense moi, aux usagers, 5 millions de personnes supplémentaires qui pourraient basculer en précarité énergétique. On est dans un truc complètement fou. C'est vrai que c'est complètement fou, puisque quand on vous écoute, on comprend, j'espère que les personnes, j'imagine, c'est assez ludique, que tout ça est basé sur quelque chose de spéculatif. Donc finalement, on a un objet qui produit l'électricité, EDF, et pourtant qu'on pourrait contrôler, qu'on pourrait maîtriser, avec des prix qu'on pourrait maîtriser, et fait que ce qu'on subit aujourd'hui pourrait être résolu d'un claquement de doigts, d'un 49.3, peut-être en partie. D'un claquement de doigts, non, mais... quand même, on a comme un outil. Parce que c'est des batailles politiques. Par exemple, sortir du marché européen, il ne faut pas mentir, ça ne se fera pas en claquement de doigts. Par contre, il faut une bataille politique. Les Espagnols et les Portugais, ils ont obtenu une dérogation pour en sortir pendant 2 ans. Il faut appuyer ça et dire, nous sommes la France,
Nous aussi, nous voulons. Et ensuite, si nous obtenons une dérogation, mais il faut que tout le monde obtienne une dérogation. Et à partir que tout le monde ait obtenu une dérogation, on dit, bon, on se remet autour de la table. Voilà, ce système ne fonctionne pas. Bon, ben, arrêtons la libéralisation. Nous sommes complètement fous. On ne peut pas libéraliser le secteur de l'énergie, ça ne fonctionne pas. Donc, inventons autre chose. Nous avons une proposition. C'est reconnaître l'énergie comme un bien commun, comme l'eau et comme tant d'autres choses. Et donc, il faut les sortir des griffes du marché. Mais c'est un débat politique. Il faut l'instruire. Sauf qu'il faut un rapport de force, il faut une volonté politique. Bien sûr. Et pour l'instant, le gouvernement n'en veut pas. Donc oui, ça ne se fera pas un claquement de doigts. Mais par contre, il faut de suite prendre ces initiatives-là. Parce que la libéralisation, si on continue à mettre le doigt là-dedans, nous continuerons à payer cher l'électricité. Et puis, nous allons vivre sur la question énergétique, dans les 10 prochaines années, des lourds enjeux. Il faut sortir d'un côté les gens de la précarité énergétique et de la précarité tout court et résoudre le grand problème du XXIe siècle, celui du réchauffement climatique. Donc, il faudra sortir, par exemple, des énergies fossiles. Il faut en sortir. Mais ça va demander des centaines de milliards d'euros sur la table d'investissement pour y arriver. Mais il vaut mieux que ça soit fait par le public, avec une planification, que nous sachions où aller, plutôt que de donner et de confier ça à ceux qui nous escroquent depuis 15 ans et qui vont continuer. Parce que eux, ils n'ont pas la volonté de résoudre la crise énergétique, de faire la planification écologique et de sortir les gens de la précarité. Leur seul enjeu au privé, c'est continuer à amasser sur le dos d'entreprises historiques et des usagers des milliards d'euros. Donc si on veut réussir ces deux défis, il faut sortir l'énergie du secteur marchand et planifier. Voilà. Pardonnez-moi, je m'emballe un peu. Non, mais vraiment, c'est passionnant. Mais vous dites ça ne profite pas, ça ne marche pas. Ça marche pas. Alors oui, peut-être pour l'intérêt général, mais ça fonctionne pour certains autres intérêts particuliers, puisque ça engendre de l'argent. Vous êtes actionnaire de certains, mais effectivement, mais disons que je me fais pour ceux qui ne sont pas actionnaires, non, ça ne fonctionne pas. Mais ça marche pour certains. Et là, je fais référence à votre second courrier que vous avez envoyé, du coup, même jour, cette fois-ci à Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Et c'était assez, j'allais dire drôle, mais de manière un peu jaune, vous allez voir, puisque vous faites référence à Planète Oui, une entreprise fournisseuse d'énergie qui a été liquidée depuis, qui était reliée à Oui Energy, cette fois en anglais, elle-même liée à la maison mère BMC Energy, aussi en anglais, qui a récemment relancé une affaire en juin qui s'appelle Elmi avec un Y. Tout ça semble illustrer un sacré paquet de nœuds que vous avez un peu souligné à l'instant, et qui me fait penser à ce schéma qu'on voit à l'écran, je ne sais pas si on le verra ici, un schéma qui a été réalisé par Philippe Toupro, je ne sais pas le vu sur les réseaux sociaux. Je sais pas. Alors peut-être qu'on va avoir un retour. Voilà, le retour il est là, vous pouvez voir. Et qui a un retraité d'EDF, qui entend bien appuyer par ce petit dessin le fait que depuis l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie, c'est un joyeux bordel entre guillemets qui ne profite absolument pas aux usagers, comme vous le dites. Est-ce que c'est exagéré pour vous? Alors vous voyez peut-être pas, j'ai pas de bons yeux non plus moi, mais là on voit que en gros à gauche il y a EDF comme un gros service public qui est le monopole de l'énergie, et à droite finalement le résultat de cette libéralisation. Est-ce que aussi, puisque c'était pas que ça qui vous intéressait, il y a aussi le parallèle que je me suis fait en écrivant un peu cette question, qu'on peut faire avec la SNCF, avec la Poste. Mais vous avez entièrement raison. Alors, sur juste l'affaire Oui Énergie, etc. En plus, on a des gens qui montent une boîte, prennent des clients, quand ils ont fait assez d'argent, ils les virent, ils leur disent, il y a même des courriers, ils disent, retournez chez EDF, c'est mieux pour vous. C'est quand même... Là, on est dans l'aberration totale. Oui, oui. Et donc, après, ils recréent une deuxième boîte, puis une troisième, ils liquident au fur et à mesure. Nous, ce que nous portons et nous disons, et je l'ai dit à la Creuse, c'est de dire que quand on a des gens qui ont profité de ce système, qui ont liquidé leur affaire, ils ne peuvent plus souscrire au système de l'Arenh. On ne peut pas continuer, vous créez une boîte A, vous prenez l'argent, vous la liquidez, vous formez une boîte B avec une filiale boîte C qui a une autre filiale boîte D, tout le monde se rachète entre eux et continuez pendant des années. Il paraît que ça avance. Il paraît qu'on aura un amendement au budget sur cette question que les gens ne puissent plus concourir à l'Arenh s'il y a des soupçons. Tant mieux. Sur ce que vous dites sur EDF, tout à fait. Et vous avez raison de faire le parallèle avec la SNCF. Parce que pour libéraliser, on a besoin de démanteler et de filialiser les grandes entreprises. Ce qu'on a fait avec la SNCF, on a découpé, vous savez, donc il y a maintenant SNCF Réseau, et il y a la SNCF Commerciale, il y a la SNCF Gare, enfin, et donc vous cassez d'abord l'entreprise,
Les gens ne se parlent plus entre eux. Aussi, les gens ne se parlent plus entre eux. Alors, il y en a qui gèrent le guichet, l'autre gère après. Dans le guichet, on ne gère pas tout. Il y a le TER, c'est à part. La billetterie, la billetterie pour pardonnez-moi. Les TER, les TGV. Les TGV, pardon, c'est autre chose. Bref, et plus personne ne se parle. Donc, dans la gare, des fois, vous avez 10 salariés. Ils ont 10 statuts différents et plus personne ne se parle. C'est exactement la même chose à EDF. On a créé des filiales, on a créé Enedis, on a créé Alkia, enfin bon, bref, on a créé une multitude de choses. Certains s'occupent de la production, d'autres de la distribution, d'autres de la facturation. Bref, et au fur et à mesure, comme ça, vous scindez les débats. Et puis, surtout, comme on a un débat sur la réétatisation d'EDF, puisque le gouvernement, bon, je vous laisse poser la question, nous, ce qu'on a peur, c'est que le projet Hercule, qui avait lieu en 2019, voit le jour. C'est-à-dire qu'on ouvre aux capitaux privés un certain nombre de filiales rentables et qu'on laisse au public les filiales non rentables. On va en parler juste après, mais avant, un dernier point sur la concurrence, puisque c'est quand même pas simple comme sujet. C'est-à-dire qu'à la fois on comprend, mais les partisans de la concurrence nous expliquent, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est la meilleure option dans le monde actuel. On peut le comprendre dans le monde libéral, capitaliste, effectivement, que c'est une liberté de pouvoir choisir, une liberté de pouvoir changer de fournisseur. Dans la réalité, on le sait, c'est pas si simple que cela. Mais ça vient faire écho aussi dans l'esprit de beaucoup de personnes, quelque chose qui s'est installé, c'est-à-dire que la concurrence peut avoir du bon. L'exemple de France Télécom, même si on sait que ça a créé même jusqu'à des suicides, on le sait, on en a parlé ici, et l'arrivée d'autres opérateurs qui ont en effet cassé les prix. Comment vous expliquez aux Françaises et aux Français qui aujourd'hui ont du mal à payer des factures qui sont élevées, quand ils ont un exemple dans leur propre vie qui a fonctionné de l'ouverture à la concurrence. Et même certains aujourd'hui, j'ai pu entendre dire, on peut l'entendre dire dans les gares SNCF, que vivant la privatisation, il va y avoir, et puis on le voit, la ligne Lyon-Paris, je fais le parallèle puisqu'il est quand même pertinent, que ça fait baisser parfois. Alors comment on l'explique que ça ne marche pas à tous les coups? Alors vous avez raison, on l'entend. Voilà, il faut l'entendre. Et il y a des gens qui disent vivement que ça soit privatisé. Par exemple, sur la SNCF, ce que les gens n'ont pas bien compris, c'est que par exemple, sur la ligne Paris-Bordeaux, je prends cet exemple-là, et pardonnez-moi, je suis bordelais d'origine, donc voilà, tout le monde va essayer de comprendre, il n'y aura pas 4-5 compagnies qui vont se partager le Paris-Bordeaux. Il y en aura une qui emportera le marché. Et donc, si vous voulez aller à Bordeaux en train, bon, si c'est la SNCF, c'est réglé, mais si c'est tel ou tel opérateur, il n'y aura que lui. Donc, il n'y aura pas des prix qui baisseront. D'ailleurs, parce qu'il aura le monopole sur la ligne. C'est exactement, on commence par les TER. C'est exactement ce qui se passe pour les TER. Telle région décide de ne plus passer par les SNCF. C'est un seul opérateur qui emporte tous les TER. Donc, au départ... Parfois pas, sur la ligne Paris-Lyon, il y a une concurrence de Trenitalia. Oui, mais ça sera minime. Ça sera minime. Après, ce qui va se passer, c'est qu'à 95% des cas, ça sera un opérateur unique. Okay. Qu'est-ce qui fait l'opérateur unique? Il commence par casser le prix au départ pour remporter le marché, mais vous allez voir, dans 3 ou 4 ans, il y aura des dégradations. C'est exactement la même chose qui s'est passée pour les cheminots anglais. Il faut aller voir en Angleterre, qui ont été les premiers à ouvrir à la concurrence, l'état lamentable du rail. D'ailleurs, même eux, qui sont des grands libéraux, ont dit, bon, il faut arrêter, c'est un massacre, parce qu'après, qu'est-ce qui fait le privé? Il s'occupe de la rentabilité. Donc s'il faut 10 trains pleins, il en met 10. Par contre, s'il en faut que 5, il en met que 5. Mais il ne s'occupe plus des usagers pour partir à l'heure au boulot ou rentrer le soir chez soi pour aller chercher les enfants à l'école ou à la crèche. Il répond à la rentabilité. Et puis surtout, il n'investit plus. Il n'investit plus. Ça, c'est une question. Et le parallèle avec EDF, du coup, non, je viens par contre, vous avez raison, pardonnez-moi, il faut prendre l'exemple. Le seul exemple que les libéraux vous donnent à chaque fois, parce qu'on a déjà eu ce débat, je leur dis, bon, citez-moi un exemple où ça a déjà marché. À chaque fois, les communications. Free, etc. Et c'est fait. Oui, d'accord, c'est vrai. Ça a cassé les prix. C'est vrai. D'abord, au prix de quoi? D'une dégradation de travail pour les salariés de France Télécom. Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, par exemple, poser la fibre, ça coûte extrêmement cher. Eh bien, c'est souvent Orange, l'ancien opérateur historique, qui le fait. Mais d'autres le font. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, le privé? Ils se sont occupés d'abord de là où c'est rentable. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont en zone blanche de la question, par exemple, de la fibre. Ben oui, pourquoi? Parce que quand vous avez un opérateur historique qui a un monopole,
Lui, il a deux choses. Il doit fournir à tout le monde, au même tarif, une prestation. Et que vous habitiez en Seine-Saint-Denis, à Bordeaux, ou dans un petit village de la Creuse, ou en montagne, ou au bord du littoral, il vous doit le même service. L'opérateur privé, il dit non. Moi, je vais le faire, par exemple, à Blanc-Ménil. Là, il y a beaucoup de gens, ça ne va pas me coûter cher. Par contre, le petit village dans la Creuse, ou le village perché, je ne sais pas dans quelle montagne, bon, ben nous, ça ne nous concerne pas. Ouais. Et donc, on a une réalité, c'est qu'il existe encore des zones blanches, alors qu'on a bien libéralisé. Et puis, entre nous soit dit, vous avez un téléphone portable comme moi, vous avez un abonnement Internet. Bon, les prix aujourd'hui sont quand même assez élevés, même si au départ, un certain nombre d'opérateurs, oui, ont cassé les prix, c'est vrai. Et ça a permis de réduire un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez un abonnement à 40 ou 45 euros, maintenant on y ajoute beaucoup de choses, puisqu'on peut y ajouter beaucoup de choses, même des abonnements pour la TV. Et comme aujourd'hui, par exemple, sur la question sportive, moi je suis un amoureux du sport, mais si vous aimez le rugby ou la Ligue 1, maintenant il vous faut 5 abonnements pour suivre la Ligue 1, ça vous coûte 150 euros par mois. Bref, moi je ne le fais pas, mais beaucoup, si on aime un club, le font. D'ailleurs, ça pose une question là aussi d'accès à chacune et chacun aux questions culturelles et sportives. Bref, c'est un autre débat. C'est lié, mais c'est lié. Bien sûr. Donc, oui, c'est vrai. Au départ, ça a cassé les prix. Comme il y aura sur la question des transports, comme il y aura. Mais très vite, ça remontera. Très vite, il y aura une question de rentabilité. Et puis, je vous redis, ce n'est pas le bien commun. Ils viennent là où c'est rentable. Et par exemple, sur la fibre et le développement de la fibre, eh bien, on y est encore. Il y a des gens, ils n'ont pas accès à Internet ou à très faible débit. Il y a une lecture de... Il y a deux univers qui sont... Il y a l'entreprise et le service public. Et ça va se creuser. On est déjà sur la 4G, même... Qu'est-ce que je dis? La 5G. Ouais. Mais la 5G, pareil, elle va se développer où? Dans les très grands centres urbains, là où se concentre le pouvoir politique, économique et social. Et vous verrez, on va avoir peut-être une accélération très forte de la 5G dans les 3 prochaines années. Mais quand vous irez dans un des exemples que je vous donnerai, il y aura encore des gens qui seront à la DSL. Ben moi, ce n'est pas ma vision de la société. Il faut que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes choses et à un même tarif. Voilà. Ben c'est la transition parfaite avec la prochaine question, parce qu'il y a une autre actualité qui fait beaucoup parler. Début octobre, début de ce mois, l'État a lancé ce qui pourrait vous faire plaisir, vous allez pouvoir me dire, cette renationalisation d'EDF. Bruno Le Maire m'a fait la même blague. Bah, pardonnez-moi. Comme quoi, voilà. Donc d'EDF, EDF serait renationalisé par l'État, dont il est le principal actionnaire, pour rappel. Hein, un plan à quasi 10 milliards d'euros pour cette reprise par l'État. D'ailleurs, vous parlez-vous de réétatisation plutôt que renationalisation. Hier, l'UMA, on le voit à l'antenne, en faisait sa une pour dénoncer, je cite, une OPA du gouvernement pour, je cite, toujours mieux dépecer l'entreprise, fin de citation. Pourtant, certains pourraient vous répondre que vous êtes partisans, vous, comme toute la gauche, à ce que l'État redevienne actionnaire à 100% de l'entreprise EDF. Donc on pourrait croire que c'est une bonne chose. Pourquoi vous ne voyez pas ça d'un si bon œil, finalement ? Alors pourquoi je dis réétatiser et pas renationaliser? Parce que l'État détient toujours 84% des actions. Donc ce n'est pas une renationalisation au sens où on rachète toutes les actions au privé, on va juste indemniser les actionnaires minoritaires qui sont 16%, donc c'est une réétatisation. A priori, ça va coûter entre 8 à 10 milliards d'euros. 9,7. Bon, voilà, il y en a qui disent 8,4, d'autres 9,7. Entre 8 et 10, je ne suis pas un spécialiste des marchés et des rachats d'actions. Je prends le chiffre bas et le chiffre haut et je dis entre 8 à 10 milliards. La question est de dire, c'est pour quel projet ? Parce que c'est fondamental. Et le problème qu'on a avec le gouvernement, c'est qu'il ne veut pas avoir de débat. Il nous a dit, on va réétatiser EDF par un amendement au budget rectificatif en juillet. On aura l'autorisation des marchés financiers, de l'autorité des marchés financiers. Et si on a l'autorisation, on le fera. Bon, très bien. On aurait pu avoir un projet de loi plein et entier et avoir un débat au Parlement. Pourquoi ? Parce que c'est une question démocratique que les parlementaires du pays, mais aussi les salariés, leurs syndicats et les usagers, on ait un vrai débat sur qu'est-ce qu'on veut faire d'EDF. Soit on revient sur le projet que je disais tout à l'heure de Hercule. Alors c'était quoi le projet Hercule en 2019 ? C'était le projet porté par l'ancien PDG, il va céder sa place à nouveau dans quelques jours, Jean-Bernard Lévy, de dire, bon, voilà, on va renationaliser, puis on va créer des filiales. Une pour le nucléaire,
Au départ, il leur avait donné des noms de couleurs, après ça a changé, je ne sais plus quelle était la couleur, bleue. Il a dit ça sera 100% national. Pourquoi ? Parce que le nucléaire, ça coûte cher, il y a le démantèlement prévu d'un certain nombre de centrales, maintenant il y a les 6 EPR à construire, ça va demander des milliards d'euros d'investissement, donc ça on le garde public. Et puis, ce qui peut apparaître un peu voilà, c'est Enedis, par exemple, c'est 800 millions d'euros chaque année reversés à l'État, c'est les énergies renouvelables, c'est le commercial, bon bref, un certain nombre de choses. Bon, ça, on pourra l'ouvrir aux capitaux privés. Donc ça, si c'est ça, le débat, pour nous, c'est non. Pas besoin de rétatiser EDF pour faire ce mauvais projet. Donc si on retatise EDF, nous on dit, mais il faut un grand service public de l'énergie, revenir à un monopole, et construire un service public qui répond aux besoins humains de nos collectivités, des entreprises, pour notre compétitivité, parce que c'est aussi un des éléments de compétitivité, et qui répondent surtout à des besoins humains, et qui permettent une planification de l'aménagement du territoire. Il y a besoin, moi, un mix électrique entre du nucléaire décarboné et des énergies renouvelables. Moi, je n'ai jamais opposé l'un et l'autre. Il faut de tout, parce que de toute façon, toute activité humaine a un impact sur la nature. Et donc, toute activité énergétique... de réduire l'impact. Voilà. Et donc, pour le réduire, il faut se diversifier. Donc, il faut du nucléaire, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus décarboné. Mais il y a des questions sur le nucléaire. Et il y a un débat légitime. Il y a la question sur les énergies renouvelables, qui coûtent cher. Il faut équilibrer tout ça. Mais ça demande qu'on ait un débat sur l'aménagement du territoire. Où c'est qu'on place des pôles de production ? Où c'est qu'on a des pics de consommation ? Vous voyez, ça demande de l'aménagement, une vision d'ensemble. Et vous ne pensez pas que l'État, puisque là, il va reprendre la main, serait capable ou aurait la volonté d'aller vers ça ? Puisque là, vous venez quand même de souligner un fait important. Ouais. Le prochain PDG qui semblerait être le prochain, voilà, c'est ça, Luc Rémont, avait participé, pour rappel, à la privatisation du groupe public EDF avant 2007, et entre-temps est passé par la finance, pour revenir aujourd'hui à la tête d'EDF, manifestement. Vous qui défendez, là, on l'entend, un grand service public, vous n'êtes pas le seul, toute la gauche, généralement, partage cet idéal. Est-ce que tout ça, finalement, vient à ne pas vous rassurer, puisque c'est... Est-ce que vous faites confiance à cette nouvelle personne qui prendrait la tête d'EDF ? Alors moi, la question personnelle... Pas forcément personnel. Non, mais... C'est pas personnel. Non, mais la question de l'individu... il prend la décision, quand même. Non, mais je vais au bout, mais la question de l'individu ne m'intéresse pas, entre guillemets, quand je dis ça. Moi, c'est quel mandat va lui être confié par le gouvernement. Oui. Et donc, comme aujourd'hui, on n'a pas le mandat, personne ne veut en débattre, on n'a pas de projet de loi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, il vient mercredi en audition, parce que nous allons devoir voter à la Commission des affaires économiques du Sénat, et exactement aussi à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, une fois qu'il y aura le vote des deux. Si on le confirme, pour les plus d'un tiers des voix, il sera confirmé par le président de la République. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle vision il a d'EDF. Comment il va résoudre la question des 70 milliards. Est-ce que, par exemple, il pourrait vendre des actifs comme Dalkia, ou d'autres. Qu'est-ce qu'il veut faire du nucléaire ? Qu'est-ce qu'il veut faire des énergies renouvelables ? C'est ça qui m'intéresse, d'avoir un débat avec lui le plus transparent possible. Donc, je le redis, si c'est pour aller vers un Hercule 2.0, voilà, bon, ça sera sans nous et avec notre opposition. Si c'est pour aller vers un grand service public, bien sûr, oui. Mais ayons le débat. Pour l'instant, il y a une question... démocratique presque. EDF, c'est l'entreprise préférée des Français. Parce que tous les jours, on l'utilise. Au même titre que très longtemps, la Poste et la SNCF, qui sont des entreprises aussi auxquelles les Françaises et les Français sont attachés, sauf qu'on n'envoie pas tous les jours du courrier et on ne prend pas tous les jours le train. EDF, on en a besoin tous les jours. Bien sûr. Donc, c'est l'entreprise préférée des Français, elle est à nous. Il faut un grand débat démocratique et citoyen dans ce pays sur qu'est-ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, quand on a une crise énergétique extrêmement forte, quand on a une crise à venir sur la sortie des énergies fossiles, d'ailleurs, très bien on soit sorti du traité, la charte européenne de l'énergie. C'est une demande voilà, gauche, très belle mobilisation citoyenne et politique. Tant mieux, maintenant, sortons des traités de libre-échange. Je referme la parenthèse. Mais du coup, il faut ce débat-là. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est opaque. Parce qu'on ne sait pas laquelle sera sa feuille de route. Donc, nous, on sera extrêmement attentifs et on va poser beaucoup de questions sur la feuille de route et on ne va pas lâcher. On a obtenu un débat au Sénat il y a 15 jours avec la Première ministre sur la question de la souveraineté énergétique du pays. On est tous restés
et en particulier notre groupe, sur notre fin. Et donc, on ne va pas lâcher sur la question. On veut un débat sur EDF et un projet de loi entier. Alors justement, c'est l'objet de ma dernière question. En partie, c'est-à-dire le débat là que vous réclamez par plusieurs fois, on l'entend bien et on le comprend. Vous avez rappelé tout à l'heure la somme, alors on estime entre 55 et 150 milliards du plan de carénage. Sans rentrer dans les détails, c'est pour augmenter la durée de vie du parc nucléaire français, qui est un des plus importants au monde et qui est un des plus vieillissants aussi. C'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps, évidemment. Alors, ces milliards, cette centaine de milliards d'euros, va forcément se rabattre sur les factures des usagers, des personnes. Comment vous vous placez, vous, à titre personnel, et votre parti, sur cette dépense qui va, je répète encore une fois, être forcément à la charge des usagers? Comment vous voyez ça, cette dépense-là? Vous savez, par exemple, que lorsqu'on a construit les autoroutes, ça a coûté des milliards d'euros. Lorsqu'on a construit des aéroports, ça a conduit à des milliards d'investissements. Mais si. En termes d'argent peut-être, mais... Mais le rail, pour faire les chemins de fer, ça a coûté... ça, évidemment. La LGV, je reprends entre Paris et Bordeaux, puisqu'avant c'était 3h30, maintenant on le fait en 2 heures. C'est très bien. C'est pas l'ancien Bordelais qui vous dira ça lorsqu'il veut retourner un peu dans sa famille, mais ça a coûté des milliards d'euros d'investissement. Donc là, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement, mais les énergies renouvelables, ça a aussi coûté des milliards d'investissements. La question, pourquoi c'est important d'avoir une entreprise intégrée et qui est un monopole, c'est-à-dire qui fait de la production, du transport et de la distribution. Parce que dans une vie, d'abord, vous allez devoir investir sur la production. Ce qu'on a fait, par exemple, sur le nucléaire dans les années 60 et 70. Puis, à un moment donné, vous avez de la rente. C'est-à-dire que vous avez amorti l'investissement, et donc, c'est que du positif. Ça, c'est toutes les années, fin 90, 2000, jusqu'à quasi aujourd'hui. De la rente nucléaire. Bon, d'ailleurs, qui nous a été pompée, on revient par les acteurs alternatifs. Et donc, après, on arrive en fin de vie, et bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir refaire l'investissement. Ouais. Mais quand vous avez une entreprise intégrée, par exemple, là, qu'est-ce qu'on fait en ce moment avec Enedis? On a fait beaucoup de milliards d'euros d'investissement pour remplacer les compteurs. Oui. Notamment le compteur Linky. Je ne reviens pas sur toute la bataille, sinon j'en ai pour 1 heure. Mais c'est aussi intéressant. On va aller au bout là, de l'investissement. Ouais. Dans les 10 prochaines années, Enedis va être la poule aux œufs d'or. Donc quand vous avez une entreprise intégrée, à un moment donné, vous pouvez avoir dans le besoin de production des investissements lourds à faire, sauf que si dans le transport et la distribution, vous gagnez de l'argent, ça équilibre. C'est pour ça que désintégrer et filialiser une entreprise, c'est évidemment, on dit souvent, garder au public les investissements et donner évidemment les rentes au privé, mais c'est pire que ça, c'est déséquilibrer la chaîne. Donc oui, il y a beaucoup d'argent. Donc vous êtes pour en fait ce plan de carénage à 100 milliards, mais à condition que c'est... mais dans une entreprise intégrée, etc. Mais sur les énergies renouvelables, pour sortir, je redis, des énergies fossiles, là on parle du mix énergétique global et pas que du mix électrique. Mais il va falloir mettre beaucoup de milliards d'euros d'investissement. Bien sûr. Aujourd'hui, dans le mix énergétique, qui n'est pas le mix électrique, nous dépendons encore de 30% des énergies fossiles. C'est notamment les voitures, etc. Il va falloir beaucoup d'argent. Et il faut investir. Moi, je suis pour sortir des énergies fossiles. Donc, il ne faut pas dire, oui, bon, le nucléaire, ça coûte cher. Bien sûr que ça coûte cher. Ça a une fin technique. On ne pourra pas mettre de l'argent, ce n'est pas magique. Mais une éolienne a une fin technique. Certes. Le panneau photovoltaïque a une... Démanteler, par exemple, une centrale nucléaire, pour finir, ce n'est pas forcément la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose que de supprimer une pale. Mais évidemment, là, vous avez raison. Et ça demande de la technicité. C'est évidemment... ça a des conséquences sur le territoire. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, toute source d'énergie que nous utilisons a une fin de vie. Donc, là, aujourd'hui, par exemple, moi, je suis pour le nucléaire de 2e génération, la question des EPR. Il y a ce super projet Astrid qui a été arrêté, qui permettait de recycler les déchets nucléaires. Est-ce qu'on le relance? Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, le cerveau humain. Je vais finir par ça. Aujourd'hui, ben oui, mais le cerveau humain, il est capable d'inventer des choses. Moi, dans 30 ans, si on est capable d'avoir l'énergie la plus propre et la plus décarbonée, je ne sais pas quelle sera, tant mieux. Mais il faut investir, par exemple, dans la recherche et développement. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'imagine pas ce que potentiellement on pourra utiliser comme ressource demain. Il y a la mer,
le soleil, il y a tellement encore de choses. Évidemment, les panneaux photovoltaïques, mais peut-être qu'on pourra faire encore autre chose. Peut-être aussi. Bien sûr qu'il faut de la sobriété. Mais par exemple, sur la question de l'électricité, si on veut sortir et arrêter les voitures thermiques à l'horizon 2050, beaucoup disent c'est la question de la voiture électrique. Ah oui. Enfin, si demain tout le monde allait à une voiture électrique, c'est un objectif. C'est un objectif, mais il va falloir produire beaucoup d'électricité. Deuxième question, on nous annonce à l'horizon 2035 que chacun d'entre nous ici présent dans cette salle, parce qu'il y a aussi des techniciens que je salue, chacun aura entre 6 à 15 objets connectés pour lui. Ça va demander un peu d'électricité pour faire tourner tout ça. On ne devrait pas les avoir, alors dans ce cas. Non, mais après, mais on a un débat. Oui, c'est un débat, là, c'est un politique. débat. Oui, mais la réalité, c'est que 6 des gens assez sérieux vous disent que d'ici une quinzaine d'années, une petite quinzaine d'années, chacun d'entre nous aura 6 à 15 objets connectés. Bon, on a déjà tous des téléphones portables, enfin, beaucoup d'entre nous, des tablettes, Donc, il va falloir de l'électricité. Donc, bien sûr, de la sobriété. Bien sûr, voilà. Pas la culpabilisation comme on le fait aux gens, mettez le col roulé, tout ça, ouais. Moi, le hashtag mets ton pull qui avait sorti EDF. Non, mais hashtag mets ton pull était pour moi insupportable. Pourquoi ? EDF avait fait une campagne comme ça, hashtag mets ton pull. Mais j'avais dit à Jean-Bernard Lévy, vous savez qu'il y a déjà des gens, ils sont obligés de mettre leur pull parce qu'ils n'ont pas de quoi payer leur facture d'électricité. Donc, pas de leçon aux gens. Mais bien sûr, de la sobriété, il faut regarder la question de la production, de la consommation, quel type d'industrie. Mais par exemple, nous défendons la réindustrialisation du pays. Moi, je suis pour justement que nous consommions au plus près, que nous produisions utile, que nous consommons mieux. Mais ça va demander, si on relocalise un certain nombre d'industries en France, un peu d'électricité. Mais même beaucoup. Parce que, donc, il n'y a pas de solution facile. C'est un débat extrêmement complexe. Évitons ensemble les raccourcis, évitons ensemble les slogans faciles, vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit sur le marché européen, non, ça ne se fera pas d'un claquement de doigts, bien sûr la sobriété, sauf que si on veut tenir tous nos objectifs, il faudra de l'électricité, et donc il faudra équilibrer de la façon dont on la produit. Eh bien, merci beaucoup, Fabien. Merci beaucoup, c'était super. Je suis content que vous soyez content aussi. Très heureux le temps de papoter sur ce sujet bien complexe, comme on l'a dit. Alors, je rappelle que vous êtes sénateur PCF et directeur du journal L'Humanité. Je vous dis à très bientôt alors. À très bientôt. Bonne soirée.